Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Immigration. Aujourd'hui, nous allons voir un cas de la demande d'un permis d'études et on va essayer de voir le contenu de cette demande, quels sont les éléments intéressants et les points forts de ce dossier-là et quelles sont les faiblesses et les points négatifs dans ce dossier-là et comment positiver les éléments négatifs. Donc on va commencer d'abord par la présentation des faits. Il s'agit d'une jeune fille qui a 28 ans. Il a eu son baccalauréat au Maroc en 2011. Après, il a continué deux ans d'études pour avoir le diplôme d'études, le diplôme universitaire de technologie d'UET en commerce en 2013. En 2019, il a eu sa licence en logistique. Mais entre-temps, il a passé à peu près 3 stages. Il a travaillé pendant 1 an et demi dans une banque. Et depuis 2016, il travaille comme enseignante des mathématiques dans une école d'établissement privé. Il enseigne les maths pour le niveau primaire. En ce qui concerne sa situation de travail, elle est déjà déclarée et elle reçoit à peu près 4000 dirhams par mois. Il a un patrimoine, c'est l'auto, la voiture. Il a une voiture Peugeot 208, modèle 2018 essence, qui vaut sur le marché d'auto au Maroc à peu près entre 70 et 80 000 dollars. En ce qui concerne ses parents, il a un père qui est retraité, il perçoit mensuellement 4 000 dollars. Sa maman, c'est une femme de foyer, donc il ne travaille pas. En ce qui concerne le patrimoine et les actifs de ses parents, son papa, il n'a rien, mais sa maman, à cause de l'aide financière de ses frères et ses sœurs qui sont aisés financièrement, ses frères et ses sœurs, ils l'ont aidé à avoir une maison dont la valeur actuelle vaut à peu près 400 000 dirhams. Maintenant, en ce qui concerne les garants, il a 2 garants. Un garant qui est au Maroc et un autre garant qui est en Europe. Au Maroc, il s'agit de sa tante. En Europe, c'est son oncle. Allons-y voir ensemble, c'est quoi le patrimoine j'ai oublié, en ce qui concerne le patrimoine, l'actif de la jeune fille qui a 28 ans. Il a un compte bancaire. Le solde à cette date-là, c'est 150 000 dirhams. Pour son oncle qui est en Europe, regardez, il a à peu près il a un appartement au Maroc qui coûte, sa valeur, elle est 800 000 dollars. Deuxième appartement, 700 000 dollars. Il a aussi un appartement en Europe, là où il réside actuellement, et qui vaut à peu près 900, etc. Il a un terrain au Maroc, sa valeur c'est 1 200 000 dirhams. Un compte bancaire aussi de 200 000 dirhams. En ce qui concerne sa tante, il travaille dans une entreprise privée. Son mari aussi, il travaille dans une entreprise privée. Les deux, elles perçoivent un salaire moyen de 35 000 dirhams. 35 000 dirhams par mois. Le patrimoine, c'est quoi? L'actif de sa tante, c'est un appartement d'1 200 000 et un compte bancaire de 200 000 dirhams. Si on totalise l'actif de son oncle, soit actif immobilisé ou bien l'encaisse, bien la banque, lui il a 2 900 000, sa tante il a
1 400 000, le total, c'est à peu près 4 300 000 dirhams. Si on ajoute le patrimoine de sa maman qui est de 400 000, ça va donner 4 700 000 dirhams. 4 700 000 dirhams. Ok, ça veut dire 470 millions de centimes. Pour ce qui est ressources financières, les ressources financières, comme vous le savez, il y a deux types que l'agent d'immigration évoque dans sa lettre. Il y a les ressources financières disponibles et les ressources financières non disponibles. Disponible, ça veut dire au moment où vous allez déposer votre demande, l'argent est disponible, l'argent liquide, en numéraire, dans la banque. Maison, terrain, héritage, tout ça, là, c'est des fonds, des ressources financières non disponibles. Et aussi, j'ajoute aussi les dons. Très bien. Donc, si je prends les fonds disponibles, je vois qu'il y a le compte de son oncle 200 000, le compte bancaire de sa tante 200 000, le compte personnel de la jeune fille, c'est à peu près 150 000 dirhams. Donc, le total, c'est 550 000 dirhams. 550 000 dirhams. Ce qui est indisponible, tout ce qui est actif immobilisé, il y a sa maman qui a 400 000, il y a aussi sa tante qui a 1 200 000, son appartement, son oncle 2 700 000, donc le total c'est 4 300 000. Si on ajoute l'auto, si jamais il va la vendre, ben, on ajoute 70 000, ben, ça va nous donner 5 millions de dirhams comme ressources financières disponibles et non disponibles. Je répète, disponible, il est dans le compte bancaire, ok, il est disponible. Si demain vous décidez d'aller voyager pour étudier, ben vous avez les fonds. Non disponibles, ça veut dire qu'il faut du temps pour les rendre disponibles, pour les rendre liquides. Vous avez un appartement, ben, il faut chercher qui va l'acheter. Vous avez auto, il faut chercher qui va l'acheter. Vous avez un terrain, il faut chercher qui va l'acheter. Vous attendez un héritage, ben, il faut attendre du temps, on ne sait pas quand est-ce que ça sera réalisé, etc. Le but recherché par la jeune fille, c'est d'aller étudier une maîtrise. Elle a choisi parmi les maîtrises, il a répertorié parmi les maîtrises, il y a des maîtrises concentration logistique, il y a autre concentration marketing digital. Comme vous le savez, une maîtrise en général, une maîtrise, ça prend 2 ans. Chaque trimestre, il y a 15 crédits. Et chaque trimestre, ça coûte avec les frais, parce qu'il y a beaucoup de frais à ajouter. Juste les frais de scolarité, c'est à peu près 9 300 $ par trimestre. Donc, il y a 3 trimestres. Il y a l'automne. L'automne, ça commence septembre, ça se termine décembre. Et il y a l'hiver. Ça commence janvier, ça se termine mai. Ça se termine avril. Et il y a l'été qui commence... l'hiver commence janvier, se termine avril. Et mai commence la session d'été. Donc, vous avez 3. 9 300 fois 3, ça donne à peu près 27 900 par année. Donc, ça donne 9 300 $ multiplié par 3 trimestres, ça donne 27 900 $ par an. Multiplié par 2, ça donne à peu près 55 800 $. D'accord? En moyenne. Mes remarques sur ce cas vont s'articuler autour de 2 points. Les points négatifs, les points faibles et les points forts. Je commence par les points forts. Tout d'abord, cette fille-là, c'est une fille apparemment qui bosse comme un fou, comme on dit, ok? Donc, il est issu d'une famille pauvre, c'est pas une famille qui est ni moyenne ni riche. Il a compté sur elle-même, donc il a étudié, il a eu son bac, il est allé chercher un DUT.
Et après, il a passé à peu près 3 stages. Il a travaillé 1 mois et demi dans une banque. Et après, il s'est trouvé un travail d'enseignante de mathématiques. Bon, actuellement, il est dans l'enseignement privé à peu près 4 ans. Il s'est acheté une auto, il a économisé, il a fait un épargne de 150 000 dans son compte bancaire. Il construit elle-même. Et il est ambitieuse. Et il a un grand défi, c'est d'aller étudier au Canada. Il a choisi un très bon créneau qui est le marketing digital, marketing digital ou bien logistique. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme vous le savez, l'agent d'immigration, il a une lettre qui est standard. À chaque fois, il essaie de personnaliser. Il utilise juste les articles 11, 22, 177, 19 de la loi, 216 1B du règlement, 221 du règlement, 220B du règlement, 220C du règlement. C'est très important de connaître ces choses-là. Essayez, allez télécharger la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. À peu près, vous aurez 275 articles et 113 pages à peu près. Le règlement, c'est 287 pages et 365 articles. Et vous allez voir ces articles-là que je viens de vous citer. C'est sur ces articles-là que l'agent peut donner ou refuser une demande d'un permis d'études. Donc le point, parmi les choses pour lesquelles l'agent refuse, il y en a la formation que vous allez faire. Quand les gens qui ont reçu les refus vont voir que parmi les causes, faible perspective ou bien compte tenu des perspectives d'emploi dans le pays de résidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez choisi un diplôme bien une formation qui ne vaut rien dans votre pays parce qu'il n'y a pas de perspective. Vous n'avez pas trouvé d'emploi. Voilà. D'accord? Une chance pour trouver du travail qui est quasiment nulle. Par contre, cette formation-là, partout, il a un avenir. Donc, il ne va pas mettre ce motif-là. Donc, je vois que c'est une formation, excellente formation, très bon créneau. À côté d'autres, il y en a d'autres. Il y a intelligence artificielle, il y a développement informatique, domaine de recherche, biologie, microbiologie, tout ce qui concerne la santé, etc. Ça aussi, c'est des créneaux où il y a beaucoup de perspectives d'emploi et le marché, et il en a grandement besoin. Donc, c'est un très bon point fort dans le dossier de cette jeune fille. Pour les garants, il a des garants solides, vraiment solides. Regardez, son oncle, il a 2 900 000, sa tante, il a 1 400 000, sa maman, il a 400 000 l'actif immobilisé. Mais malheureusement, il y a un problème. Malheureusement, il y a un problème que beaucoup d'étudiants, quand ils déposent leur demande de permis d'études, ils ne font pas attention. Sachez, et ça, je le dis souvent, un agent d'immigration, parmi les choses, on va dire, la chose la plus importante, à laquelle il va faire une grande attention, c'est les fonds, c'est l'argent. Et il faut prouver, regardez, si vous n'arrivez pas à prouver la provenance de cet argent-là, son accumulation licite et légale, vous n'aurez pas le visa, même si vous avez 5 milliards de dollars. OK? Regardez-le. Quand j'ai demandé à la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait ton oncle en Europe? Bah, il m'a dit, c'est quelqu'un qui travaille dans une société, il a fait du commerce, etc. Il a à peu près 15 ans en Europe. J'ai dit, écoutez, tout d'abord, le garant, quand il n'est pas au Maroc, c'est un peu délicat pour l'agent.
Parce que lui, il a besoin de justif dans le pays, là où il a fait la fortune, sa richesse. Il est en Europe, il est loin. Son compte bancaire, il est au Maroc, c'est vrai, parce qu'il fait des virements. Les 2 appartements et le terrain et le compte, ça donne 2 900 000 dirhams. Est-ce qu'il est capable de prouver que la provenance de cet argent-là, c'est une provenance licite, légale et facile à justifier? C'est ça ma question que je pose à cette jeune fille. Si votre oncle ne peut pas justifier, ce n'est pas la peine, oubliez-le. Ok? Oubliez-le. Forget him. Parce qu'il faut justifier. Regardez quelqu'un qui est en Europe, il a 2 appartements. Il a pu avoir 2 appartements ici, au Maroc, pas ici, hein, c'est au Canada. Au Maroc, un terrain qui vaut 1 200 000, il a même une maison là-bas qui est chère. Ok? En plus d'un compte bancaire. Donc, il faut justifier. Moi, je ne soupçonne personne, mais je dis si la fille désire évincer ce problème-là, ne pas rencontrer ce problème de justice, ben, il ne faut pas présenter le patrimoine ou bien l'actif de ton garant qui est ton oncle. Même s'il te vire 200 000, ben, il faut justifier. La personne qui t'a viré l'argent de l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur? Envoyez-moi ses relevés bancaires, ses attestations de travail, ses antécédents, etc. Tout ça, c'est un petit peu délicat. Okay? Par contre, pour la tante, d'après ce qu'il m'a dit, ben, il m'a dit que sa tante, il peut justifier l'achat de la maison, surtout qu'ils perçoivent, elle et son mari, à peu près 35 000 dirhams net par mois. C'est un très bon salaire, salaire confortable. Donc ça, à mon avis, si ton oncle arrive à justifier tous ces actifs-là, tant mieux, c'est bien. S'il ne peut pas le faire, forget him. Oublie-le, c'est pas la peine. Si ta tante, elle aussi, d'après ce que tu m'as dit que... donc, je m'adresse à la jeune fille. Tu m'as dit que ta tante, elle peut justifier. Si elle peut justifier, il n'y a pas de problème. S'il ne peut pas, là, il y a un grand problème. Autre chose, ta maman. La maman de cette jeune fille, mes chers amis, il a un appartement qui vaut 400 000 dirhams. Mais malheureusement, il ne peut pas justifier la provenance. Pourquoi? Parce que, d'après la jeune fille, il m'a dit que les frères et les sœurs qui sont aisés financièrement, ils ont aidé sa maman pour acquérir cet appartement qui vaut actuellement 400 000 dirhams. Ben, je lui dis, écoutez, même chose, oubliez ça. D'accord? Parce que ça sera une très bonne chose si il peut le justifier, parce qu'il va te faire une promesse de vente au cas où, quand vous allez terminer vos études, ben vous allez faire un bureau de formation, un bureau de service pour tout ce qui est marketing digital, etc. Donc, c'est un grand point positif qui va renforcer votre dossier de demande de permis d'études. Voilà, moi je vois que le seul point faible, c'est la justification de la provenance des fonds des garants. Autre point fort aussi, regardez, parmi les causes de refus que vous allez trouver dans la lettre que l'agent d'immigration envoie, c'est, il vous dit, écoutez, en vertu de l'article 216.1 du règlement des l'immigration pour les réfugiés, je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada après la fin de vos études, compte tenu de votre situation actuelle d'emploi. Il a une très bonne situation d'emploi. Il touche 4 000 dirhams au Maroc, c'est intéressant. Il est jeune, ça fait 4 ans, donc il est stable. En plus, il a démontré un défi pour étudier, pour travailler, pour compter sur elle-même. Ben, regardez ses réalisations. Il a eu son bac sans problème. Il a
il a eu son DUT, hein, et sa licence en logistique en 2019. Il a fait 3 stages, d'après ce qu'il m'a dit, et aussi il a travaillé au sein d'une banque pendant 1 an et demi. Et juste après, il a viré vers l'enseignement privé. Donc, son parcours professionnel, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'anomalie. Okay? Donc, il y a une continuité de progression dans sa carrière. Et ça, c'est un point très positif pour la jeune fille qui va renforcer sûrement sa demande de permis d'études. Donc, grosso modo, mon conseil à moi, c'est que si votre oncle arrive à justifier, ta maman arrive à justifier son actif immobilisé, ta maman aussi, ta tante aussi, donc l'actif immobilisé et l'argent qui sont là. Dernier conseil, n'essayez pas d'avoir plusieurs comptes bancaires. Un compte pour votre oncle, un compte de votre tante et le vôtre. Non, essayez de mettre tout l'argent dans le compte de quelqu'un qui va rester ici pour vous payer les frais de scolarité, ou bien vous pouvez mettre tout l'argent dans votre compte que vous avez et bloquer s'il vous plaît le montant des frais de scolarité. Le montant, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il n'y a rien dans la loi qui dit il faut bloquer. Sauf que dans le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, l'article 220A, il dit que normalement, il faut avoir les fonds pour payer ses frais scolaires une fois au Canada. C'est pas dire une fois au Canada, mais il faut avoir les fonds, les ressources financières disponibles suffisantes pour régler ses frais de scolarité. L'article suivant, 220B du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, lui, il dit qu'il faut avoir les fonds nécessaires pour subvenir à ses besoins et aussi aux besoins des membres de sa famille s'ils vont l'accompagner. Le dernier article 220C, c'est les frais pour transport, aller-retour. Okay? Donc, mettez le tout dans une seule banque, bloquez l'argent, les frais de scolarité, plus les frais de subsistance, plus les autres, il y en a d'autres. Et demandez une attestation de blocage irrévocable de la banque. Et je crois, sincèrement, sans son oncle, juste avec ce qu'il a, cette jeune fille a une grande chance d'avoir facilement son permis d'études. Dernier conseil, c'est que nous, on attend les changements qui vont venir prochainement. Donc, ne faites rien, s'il vous plaît. N'essayez pas de choisir un diplôme et vous n'êtes pas au courant du changement qui va être opéré. D'accord? Donc, il faut être sûr qu'on va choisir une formation qui ne va pas vous créer de problèmes au moment où vous allez demander le CSQ par la suite, la résidence permanente. Donc, s'il vous plaît, faites vos recherches, pas grave. Faites vos recherches, cherchez les frais, cherchez les meilleures écoles, meilleures formations, etc. Mais une fois le changement est officiel, définitif, et à ce moment-là, on va prendre la décision finale et choisir définitivement quelle formation je vais faire et qui va me permettre de me conformer et de m'arrimer à ce qui dicte la loi modifiée de l'immigration sur l'immigration au Québec. Donc voilà, jusqu'ici notre épisode s'achève. J'espère que ce que je vous ai raconté va vous aider énormément. N'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne AOB Canada. Partagez pour que les autres apprennent quelque chose de nouveau. N'oubliez pas aussi de liker si vous aimez la série là. Et d'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis mes amis, à la prochaine.